Nous allons aborder pendant 45 minutes toutes les possibilités de mobilité à l'étranger et au sein des institutions internationales et européennes. Mais avant de démarrer, et pour vous donner un aperçu de comment on fait comment on fait une carrière européenne et internationale aujourd'hui dans la fonction publique, j'aimerais d'abord vous présenter les panélistes et leur carrière, justement, européenne et internationale. Et je vais commencer, honneur aux dames, par Chloé Foyer. Chloé, vous êtes issue du corps des instituts régionaux d'administration. Vous avez développé une double compétence dans la filière gestion administrative, budgétaire et ressources humaines, et dans la filière politique, sous un angle européen, en tant que conseillère politique étrangère à l'ambassade de France en Belgique, et comme numéro 2 de notre ambassade au Panama. Et actuellement, et contrairement à ce qui est écrit derrière moi, vous êtes déléguée adjointe à la mobilité au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, où vous animez le réseau des agents mobiles entrants et sortants. C'est bien ça? Bonjour Chloé. Ensuite, à ma gauche, vous pouvez voir David Schwarzberg, qui a rejoint la fonction publique en réussissant le concours d'attaché territorial. Alors David, vous avez rejoint un conseil régional en 2014 dans le cadre de la décentralisation aux régions de la compétence d'autorité de gestion des fonds européens. Et après une parenthèse au ministère de la Justice, vous avez réintégré votre administration d'origine et passé 2 ans à Bruxelles, au bureau de la représentation de la région Hauts-de-France. Vous êtes attaché principal d'administration et chef du bureau CORD. Donc CORD, c'est coordination, communication, relations publiques, influence, au sein du secrétariat général des affaires européennes. Bonjour David. Ensuite, à ma droite, Monsieur Didier Lebray, vous êtes diplomate de carrière. Vous avez été en poste successivement à Moscou, à Vilnius, New York et Dakar. Vous avez été conseiller puis directeur adjoint de cabinet auprès du secrétaire d'État de la coopération et nommé ambassadeur de France en Haïti, mission que vous avez exercée durant le séisme de 2010. Vous avez dirigé le centre de crise du Quai d'Orsay avant d'être nommé coordonnateur national du renseignement à la présidence de la République. Vous avez été nommé en février 2023 coordonnateur en charge de la préparation du sommet international Nouveau Pacte financier et vous êtes actuellement le directeur de l'Académie diplomatique française. Bonjour. Et enfin, Frédéric Lepez, vous êtes entré au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères par le concours des instituts régionaux d'administration. Vous avez exercé différentes fonctions dans le réseau diplomatique du ministère en Afrique, en tant qu'attaché de coopération, conseiller politique, adjoint d'ambassadeur. Et vous avez également participé pendant 4 ans aux réunions et négociations dans le domaine du droit international de la mer, dans un cadre bilatéral et multilatéral, notamment aux Nations Unies. Vous avez une expérience de 10 ans sur plusieurs affectations au sein de la direction des ressources humaines du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, où vous y êtes actuellement adjoint à la sous-directrice de l'attractivité et des recrutements. Eh bien, maintenant que nous sommes présentés, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec une première question que je vais adresser peut-être à David, au secrétariat général des Affaires européennes. Pourquoi les administrations françaises ont-elles besoin de profils formés aux questions européennes et internationales et quelles sont les compétences qui sont recherchées? Merci. Alors, je pense que la grande évolution des dernières années, c'est qu'aujourd'hui, pour ce que je connais en tout cas, pour les affaires européennes, les questions européennes innervent l'ensemble du spectre des politiques publiques qui peuvent être portées par des administrations en France. Vous l'avez mentionné, il y a les fonds européens, fonds structurels ou fonds horizontaux pour lesquels on a besoin de gestionnaires. Mais il y a aussi toute une série de politiques qui ne sont pas forcément intuitives. Intuitivement, bien entendu, il y a les questions de politique étrangère, de sécurité commune, de défense. Mais il y a encore quelques années, on ne s'occupait pas du tout de santé ou de questions sociales au niveau européen. La crise du Covid a quand même beaucoup changé tout ça. Et on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup plus ensemble et de manière beaucoup plus importante.
Et donc, aujourd'hui, même si dans les traités, par exemple, européens, vous avez assez peu de compétences propres de l'Union européenne en matière sanitaire, il y a des choses qui ont été faites. En matière de négociation internationale, l'environnement est aujourd'hui un domaine où on traite énormément des questions européennes, mais aussi internationales. Je pense à toutes les COP, bien entendu, et mes collègues sauraient en parler mieux que moi, que ce soit des conférences des parties sur le climat ou sur la biodiversité ou sur la protection des espèces menacées. Et je pourrais en ça développer beaucoup de choses. La guerre en Ukraine a aussi beaucoup fait évoluer les choses. Un simple exemple, c'est qu'on pourrait se dire qu'en matière d'éducation nationale, en matière d'enseignement, il y a assez peu de compétences communes, mais même là-dessus, sur l'accueil des réfugiés ukrainiens dans l'enseignement scolaire, dans l'enseignement supérieur, les ministres des 27 États membres se réunissent, échangent, partagent et confrontent leurs pratiques. Merci. Merci beaucoup, David. Du coup, je me tourne vers Chloé sur cette question que je rappelle. Donc, pourquoi les administrations françaises ont-elles besoin de profils formés aux questions européennes et internationales? Merci beaucoup. Mais en effet, on a un fort besoin de personnel formé à ces questions pour deux raisons. La première, c'est parce que, comme vient de le dire David, ces sujets touchent l'ensemble des thématiques d'action de la France à l'étranger, et aussi parce que aussi s'intéresser à ces sujets, c'est travailler dans des structures directement à l'étranger. Peut-être vous rappeler très rapidement en préambule que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que je représente avec mes collègues aujourd'hui, a un rôle de chef de file dans l'action de la France à l'étranger. L'ambassadeur coordonne l'ensemble des services qui sont présents et qui agissent, interviennent à l'étranger, au sein, évidemment, des ambassades, qui sont des structures dont vous avez certainement entendu parler. Et dans ces ambassades, naturellement, on y retrouve des diplomates, dont la vocation première est d'aller travailler dans les ambassades, mais on y retrouve aussi des personnels d'autres administrations, de l'ensemble des administrations et des départements ministériels français. Et la conséquence de ça, c'est qu'on y retrouve sur le plan statutaire des fonctionnaires français qui viennent du ministère des Affaires étrangères ou des autres administrations, mais on peut aussi retrouver des agents contractuels. On a beaucoup de collègues contractuels qui travaillent à l'étranger. Concrètement, Faustine, on parlait des compétences, ou tu veux que j'aborde ce point peut-être un peu après? Vas-y. Ça veut dire, très concrètement, un très bref mot sur les compétences qu'on attendra dans le cadre d'une carrière européenne ou internationale. Évidemment, des compétences techniques, une expertise sur ces sujets dans l'ensemble des secteurs que David a pu présenter. Mais j'ai envie de dire d'abord et avant tout des compétences de savoir-être. Une très forte adaptabilité, une vraie appétence à travailler dans un autre contexte culturel, aller à la rencontre de partenaires, à comprendre leur logique et à savoir ensuite les reformuler et les traduire. Merci beaucoup. Pardon ? Je peux compléter ? Oui, oui, bien sûr. Bien, bonjour à toutes et à tous. Le ministère des Affaires étrangères, de manière schématique, est chargé de représenter, défendre et promouvoir les intérêts de la France, des Françaises et des Français dans tous les domaines, auprès donc, des pays étrangers et des organisations internationales. Dans tous les domaines, ça veut dire effectivement que de cette diversité de missions découle aussi une grande diversité, une grande variété de métiers. Au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on a besoin de spécialistes en sciences politiques. On a besoin de conseillers en matière de presse et de communication. On a besoin aussi d'agents qui soient formés sur les questions consulaires, sur les questions du protocole. On a aussi besoin de spécialistes sur les questions du développement, y compris sur les sujets, les enjeux globaux, la protection des biens publics mondiaux. Je donne par exemple le cas de la protection de l'environnement, qui est un des domaines où l'on intervient de manière forte, notamment la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation
de la diversité. On a besoin de gestionnaires administratifs. On a besoin aussi de spécialistes dans le domaine du numérique, de la gestion immobilière, ou d'emplois comme des cuisiniers, par exemple, pour nos résidences à l'étranger. Donc ces compétences sont exercées en premier lieu par des agents titulaires du ministère, qui sont à peu près au nombre de 5500, mais nous avons aussi besoin de compétences spécialisées, d'experts dans des domaines, effectivement, où nous n'avons pas suffisamment de compétences ou pas du tout. Et donc, nous offrons également de nombreuses opportunités professionnelles, que ce soit pour des fonctionnaires d'autres administrations en position de détachement ou pour des personnes qui sont issues du secteur privé ou de la société civile. Merci. Merci beaucoup. Du coup, alors je me tourne de nouveau vers le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Comment, concrètement, vous intervenez à l'étranger ? Quel type d'action vous menez à l'étranger ? Alors, on intervient par le biais de notre réseau diplomatique, consulaire, de coopération et d'action culturelle. Ce réseau est universel. Il est composé de 164 ambassades. Certaines ambassades, d'ailleurs, ont des compétences sur les pays voisins. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on a un réseau diplomatique dans le monde entier. Il est composé également de 95 consulats généraux qui vont s'occuper plus particulièrement des questions de l'administration et de la sécurité de nos concitoyens à l'étranger. Il y a à peu près 2,5 millions de Français à l'étranger. Et puis également tout ce qui est la coopération et notre diplomatie culturelle. On a 137 services de coopération et d'action culturelle à l'étranger, une centaine d'établissements à autonomie financière comme les instituts français, plus les alliances françaises. Voilà. Et puis, il y a également, à cela s'ajoutent tous les opérateurs et partenaires du ministère, l'Agence française de développement, Expertise France, Campus France pour les études en France, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, dans le domaine de la recherche, le CIRAD, l'IRD. Et je dirais que toutes ces structures, tous ces personnels à l'étranger, autour de nos ambassadrices et de nos ambassadeurs, vont former ce qu'on appelle l'équipe France, et qui est donc chargée, encore une fois, de défendre, de promouvoir nos intérêts et nos valeurs à l'étranger. Alors, merci beaucoup. J'ai des problèmes de micro. Merci beaucoup. Donc là, il s'agit vraiment de l'écosystème du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et simplement pour compléter, parce que j'en suis l'incarnation vivante aujourd'hui, il y a de l'activité internationale européenne dans toutes les administrations centrales de l'État, mais aussi déconcentrées. Au ministère de la Transformation de la Fonction publique, donc la Direction générale de l'administration et de la fonction publique a une activité internationale. Nous avons une activité multilatérale. Nous siégeons dans des instances type OCDE ou dans des réseaux européens, le réseau européen des administrations publiques. Nous avons aussi des actions bilatérales qui nous permettent d'échanger avec nos homologues européens, par exemple, et de faire du parangonnage en envoyant des experts et en s'inspirant des bonnes pratiques européennes. Et nous avons des coopérations plus traditionnelles avec des pays avec lesquels nous avons des accords de coopération pour venir appuyer la transformation de leurs administrations et le renforcement des capacités des fonctionnaires dans ces pays. C'est le cas en ce moment au Liban, en Ukraine ou dans tous les pays qui ont une trajectoire européenne, par exemple les Balkans occidentaux. Voilà et nous, je ne parle que de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, mais il faut imaginer que vous avez la même chose au ministère de la Justice, au ministère de l'écologie évidemment, au ministère de l'Agriculture, chacun dans son champ de compétences et dans sa politique publique qui l'intéresse. Donc vous avez une grande diversité d'actions type à l'étranger. Cette fois-ci, je vais me tourner vers le SGAE pour la troisième question de ce panel. Comment on fait carrière en fait dans les institutions européennes et internationales? Comment on rentre dans la fonction publique européenne?
Alors aujourd'hui, dans ce salon, on voit la fonction publique nationale, que ce soit dans son versant État, dans son versant territorial, dans son versant hospitalier, peut-être même parlementaire ou universitaire. Mais il y a aussi une autre fonction publique dont on n'entend pas souvent parler, c'est la fonction publique européenne, qui permet d'aller faire carrière à la Commission européenne, au Parlement, à la Cour de justice, à la Banque centrale, et dans toute une série d'institutions et d'organismes qui dépendent des institutions européennes, qui ont la même logique que la fonction publique nationale en France, c'est-à-dire qu'on y entre par le biais d'un concours, et une fois qu'on est rentré et qu'on est titularisé, on va y développer une carrière tout au long de sa vie. Il y a deux grandes familles de concours. Les concours qu'on appelle généralistes, qui sont ouverts sans expérience professionnelle préalable. Il y aura un concours généraliste qui sera ouvert cette année. C'est le premier depuis 2019. Et puis ensuite, il y a toute une série de concours qu'on appelle spécialistes, qui sont ouverts à des gens qui ont une première expérience professionnelle préalable dans un domaine de spécialité donné et qui va permettre de les préaffecter soit vers une agence, soit vers une direction générale de la Commission européenne, soit vers un type de poste où ils ont une compétence et une spécialité donnée. J'en profite juste, il y a aussi toute une série de stages, des programmes avec des appels à candidature récurrents, notamment à la Commission, ça s'appelle les programmes Livre Bleu, et au Parlement européen, ça s'appelle les programmes Schuman. Pour le programme Schuman 2025, le premier appel à candidature se termine à la fin de ce mois, le 31. Donc profitez-en. Et puis sinon, vous pouvez aller sur le site de l'Office européen de sélection de personnel, EPSO en anglais, pour avoir toutes les informations, tant sur les postes, sur les stages, que sur les postes de contractuels, que sur les concours. Merci beaucoup David. Je me tourne vers Chloé sur le sujet donc des possibilités de carrière dans les institutions européennes. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est évidemment aussi concerné. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Oui, peut-être juste un tout petit complément en préambule. S'il existe une diversité de métiers que l'on peut exercer à l'étranger, ça veut dire que ces métiers sont ouverts à tous, tout type de catégories confondues. On parle beaucoup de spécialités thématiques, les questions européennes sur le plan des questions de défense, de sécurité, la santé, etc. On va aussi rechercher des profils d'assistants, on va rechercher des profils de gestionnaires, comme on recherche des profils de conseillers politiques. Donc, il y a un intérêt pour quelqu'un qui est intéressé à travailler dans la fonction publique en général et sur ces questions-là, sont des métiers et des filières qui sont ouvertes à tout type de profil, tout type d'études confondues. Ça, c'était peut-être un petit point sur lequel j'avais envie d'insister. Donc, ne vous sentez pas limité. Pour revenir ensuite sur la question plus précise d'exercer sa carrière en tant que fonctionnaire dans les institutions européennes, en effet, c'est une voie qui est tout à fait possible. Alors, de manière générale, aujourd'hui, être fonctionnaire, c'est avoir vocation à travailler dans des environnements professionnels très différents. Il est très rare aujourd'hui qu'un agent de la fonction publique reste cantonné toute sa vie dans la même administration, même au plan national. On voit chacun d'entre nous circule de poste en poste et d'administration en administration. On a vraiment développé une logique de mobilité dans nos carrières. Et cette mobilité, elle peut aussi se faire à l'international, dans des organisations internationales et plus précisément dans les institutions européennes. Il faut savoir que le Service européen d'action extérieure accueille, la composition de ses agents, un tiers de ses agents est composé d'agents fonctionnaires qui viennent des États membres directement. Donc la France a développé une politique très proactive pour positionner ses agents publics sur des postes directement au sein des institutions et plus précisément au SEAE, dans cette idée d'être présent et de faire valoir notre expertise et notre savoir-faire dans ces institutions. Comment ça se passe ? On a des listes de postes vacants qui sont publiées tous les ans, que ce soit à Bruxelles, donc ce qui serait un peu l'équivalent de l'administration centrale, on va dire le siège, ou que ce soit dans l'ensemble des délégations de l'Union européenne à travers le monde. Et nos collègues, l'ensemble des agents publics, peuvent postuler
sur ces postes pour une affectation qui va durer entre 2 et 4 ans, et puis qui peut être suivie d'une deuxième affectation, donc sur un total de 8 ans au maximum. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est aussi une autre manière de concevoir la mobilité dans cette idée de circulation non seulement en France, mais aussi entre la France et l'étranger. Merci beaucoup. Du coup, je me tourne vers vous, Didier, pour, fort de tout ce qu'on vient, de toutes les informations qu'on vient d'échanger, et dans le cadre du salon Choisir le service public, quel conseil vous donneriez à toutes les personnes qui sont dans la salle pour faire carrière à l'international et au niveau européen? Alors, d'abord, je réalise que vous êtes quand même assez nombreux. Donc ça veut dire que spontanément, vous exprimez par votre présence un intérêt pour la matière internationale. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... ce que je veux vous dire, c'est que si vous décidiez maintenant, à la sortie de vos études ou à un autre moment, de rejoindre la fonction publique, que ce soit le ministère des Affaires étrangères ou un autre ministère, il faut que vous ayez en tête que même si, a priori, quand vous entrez par la voie des concours, par exemple, c'est un engagement dans la durée, en fait, moi, ce que je constate, c'est que, le ministère, pour prendre le ministère des Affaires étrangères, est déjà extraordinairement extraverti et ouvert, puisque quasiment la moitié de nos collègues ne sont pas issus de la voie de concours, mais sont des contractuels, y compris certains agents qu'on recrute directement à l'étranger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un ministère qui, de fait, déjà a intégré des profils qui viennent de tous les horizons. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce n'est pas nécessairement pour vous le choix que vous ferez spontanément après vos études de passer des concours. Vous pouvez très bien faire un bout de carrière dans une entreprise, dans une autre administration, dans le monde des ONG, à l'étranger pour une entreprise, développer une compétence, et cette compétence en soi, comme ça a été rappelé, elle est intéressante pour nous. Si vous devenez au fil de 5 années dans une entreprise spécialisée sur la gestion des déchets ou les énergies renouvelables, on recrute des gens avec ce profil au ministère qui vont faire un bout de carrière chez nous. Ils vont faire 4-5 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils feront carrière toute leur vie au ministère, mais ce n'est pas grave, parce qu'après tout, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer dans votre propre cursus. Et c'est valorisable. Sortir de 5 années au ministère où vous auriez piloté telle partie d'une politique publique, ça a de la valeur pour ensuite rebondir, soit dans une organisation internationale, soit dans le secteur privé, que ce soit du conseil ou même dans l'industrie. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas forcément, en termes de projection, vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous avez besoin à tout prix de passer des concours pour cheminer avec nous. Après, si vous sentez que vous avez une vocation très forte et que votre rêve, depuis que vous êtes tout petit, c'est de rejoindre le Quai d'Orsay et de devenir diplomate, là, le conseil que je vous donnerai, c'est effectivement de prendre le temps, de vous mettre au meilleur niveau pour préparer les concours. Alors, des concours, il y en a de tout type. Il y a l'INSP qui a succédé à l'ENA. Il y a une voie dite générale et une voie d'Orient. Les deux peuvent conduire à la diplomatie. Celle qui est dite d'Orient est un peu la voie privilégiée. Ça sera une carrière majoritaire à l'étranger comme diplomate. Mais l'autre voie aussi, comme administrateur de l'État, vous permet de sortir de l'école et d'être diplomate, ou en tout cas d'avoir des moments de votre parcours qui vont vous permettre d'exercer ces missions. La fonction publique, comme dans le secteur privé, vous avez de plus en plus de mobilité. Moi, j'en suis un peu l'exemple, puisque j'ai à la fois fait une longue carrière de diplomate professionnel, mais quand l'occasion s'est présentée, j'ai fait une espèce de détachement à l'Élysée. Donc c'était sur d'autres fonctions. J'ai, à la sortie de ça, décidé de faire un break et je me suis présenté aux élections législatives avec le succès que vous pouvez imaginer, puisque je suis devant vous aujourd'hui et que je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise expérience, c'est même une très bonne expérience. J'ouvre une toute petite parenthèse. Si vous aimez ces métiers de la fonction publique et
en particulier celui de représentant de votre pays pour défendre, comme ça a été rappelé, nos intérêts, mais pas seulement. Il faut avoir un peu la fibre, non seulement de l'intérêt général, mais aussi une fibre un peu politique. Donc si vous avez par exemple envie de faire de la politique au sens le plus classique du terme, vous encarter, rechercher un mandat, sachez que même si on n'est pas élu quand on est diplomate, mais quand vous êtes ambassadeur, quand vous êtes face à une communauté de Français, il faut lui parler, il faut parfois la rassurer, il faut parfois l'évacuer, il faut être là, il faut communiquer. Vous êtes dans une fonction qui est quasiment politique, au sens vraiment de la cité athénienne. Vous êtes la voix, le visage de votre pays. Et donc voilà, je le dis parce qu'il y a aussi, pour certains d'entre vous, des gens qui auraient la fibre un peu politique. C'est une façon aussi de faire de la politique dans ce sens très, très précis. Et une fois encore, dans la fonction publique, la mobilité va devenir de plus en plus la norme. Donc quand vous vous engagez pour une administration, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à vie à labourer le même silo. Vous allez bien évidemment voir de nombreux autres horizons. C'est ce qui fait aussi la richesse de ces métiers de la fonction publique. Alors c'est vrai que le Quai d'Orsay a une particularité, c'est que en gros, chaque fois que vous changez de destination, vous changez de métier. Quand vous êtes conseiller de coopération à Dakar, ce que j'ai été, votre métier consiste tous les matins à vous réveiller et à vous poser la question de savoir quel truc fantastique vous allez avoir à découvrir, à gérer dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'administration publique, etc. Donc c'est des métiers qui requièrent beaucoup d'adaptabilité, beaucoup de curiosité, un investissement à chaque fois, parce que quand vous reprenez votre bâton de pèlerin et que vous passez dans un autre pays, il faut apprendre la langue, il faut connaître les mœurs, il y a un ticket d'entrée, comme on dit, mais ce ticket d'entrée, il est extrêmement stimulant, parce que c'est ce qui vous permet de rester toujours alerte, curieux, et vous changez non seulement de géographie, mais vous changez aussi très souvent de métier. Un jour, vous pouvez faire partie d'une négociation sur la non-prolifération nucléaire. Le lendemain, vous pouvez vous occuper de politique de développement. Le surlendemain, vous pouvez être au chevet de vos compatriotes parce qu'est arrivée une catastrophe naturelle ou politique et vous devez être celui qui concourt à la manœuvre et à la réponse. Vous pouvez être dans des fonctions dites consulaires quotidiennes, c'est-à-dire prendre soin de la communauté des Français, leur offrir les services qui sont en droit d'attendre, les aider à voter quand c'est une élection, aller visiter des compatriotes qui malheureusement sont en prison, mais ça fait partie de votre mission, de leur porter assistance. Bref, comme ça a été rappelé, c'est un monde de métiers. Et bon, moi je suis plutôt dans la partie finale de ma carrière, donc je suis très heureux d'être à la tête de l'Académie diplomatique et consulaire, parce que c'est une façon aussi de former, de transmettre, d'accueillir. Et je terminerai sur deux petites annonces qui peuvent vous intéresser, parce que si vous êtes là, c'est sans doute que vous êtes curieux et que vous avez envie d'en savoir plus. Alors, on organisera, malheureusement pas dans cette université, mais à la Sorbonne Nouvelle à Nation, les 5 et 6 septembre, notez bien, les 5 et 6 septembre, quelque chose qui n'a jamais été fait, qui est porté par l'Académie, qui est ce que j'ai appelé la fabrique de la diplomatie. Donc pendant 2 jours, ça ne sera pas sur inscription, ça sera ouvert au grand public. Toutes celles et ceux qui sont intéressés par l'action extérieure de notre pays, mais pas seulement ce que porte le ministère, ça peut être aussi l'action des entreprises, l'action des ONG, l'action des centres de recherche, des universités, et Dieu sait qu'elles sont proactives, l'action des collectivités territoriales. Donc pendant 2 jours, on va organiser 150 événements, des tables rondes de très haut niveau. Vous pourrez croiser des ministres, des chefs d'État, des patrons d'organisations internationales. Il y aura des tables rondes d'experts sur tous les sujets qui vous préoccupent et qui sont des sujets d'étude pour vous. On aura aussi des exercices très concrets, des stimulations, des rencontres en B2B. Habituellement, début septembre, c'est la conférence des ambassadeurs. Cette année, il n'y aura pas de conférence des ambassadeurs, il y aura la fabrique de la diplomatie. Et nos ambassadeurs, plutôt que de parler uniquement aux chefs de l'État et aux ministres, ils vont vous parler à vous. Ils vont animer des tables rondes, ils vont faire des séances de B2B, vous pouvez les rencontrer en chair et en os, leur poser toutes les questions. Bref, ça va être vraiment un bel exercice à une échelle encore jamais réalisée de ce que sont nos métiers. Et vous verrez, c'est très très loin des caricatures, des mondanités, des petits fours. Vous allez découvrir la réalité des métiers et vous allez voir qu'il y en a, comme ça a été dit une fois encore,
pour absolument tous les profils et tous les goûts, et vous allez les vivre de manière très immersive. On aura aussi des masterclass. Il se trouve que cette université est bien équipée, il y a une salle de cinéma, une salle de théâtre, donc on va aussi à travers des images, à travers du spectacle vivant, montrer à voir ce qu'est notre activité. Par exemple, vous aurez une journée dans la vie des instituts français. Vous verrez que sur la totalité de la planète, en un même jour, il se passe des milliers de choses. On accueille des artistes, on organise des débats d'idées, on promeut aussi des artistes locaux qui vont, grâce à la traduction de leurs œuvres en français, pouvoir toucher un grand public. On aura aussi la chance de pouvoir accueillir beaucoup d'essayistes, d'écrivains, qui viendront à votre rencontre, qui signeront leurs livres, qui animeront des débats, toujours autour de tout ce qui a trait à l'activité internationale. Mais c'est suffisamment foisonnant pour que, vous le verrez, on ne s'ennuiera pas. Donc ça, c'était la première annonce que je voulais faire, profiter d'être avec vous. Et la deuxième, c'est que, c'est raté pour cette année parce que les inscriptions sont closes, mais pour 2026, on accueille chaque année une centaine de lycéens et étudiants, avec une majoration pour celles et ceux qui sont boursiers, mais pas seulement. On fait un peu de discrimination positive pendant quelques années, puis après on verra, on ouvrira peut-être plus largement. Et c'est une semaine de compagnonnage. Pendant une semaine, on vous ouvre les portes du Quai d'Orsay, et on vous permet de rencontrer, là encore, ceux qui exercent ces métiers. Et le plus intéressant, c'est qu'à la sortie de cette semaine, on vous affectera un diplomate, mais pas que. On a aussi beaucoup de ressources en dehors des diplomates, des gens qui travaillent dans des structures qu'on appelle des opérateurs, l'Agence française de développement, l'Institut français, qui ont de fait une activité diplomatique un peu spécialisée, et ces gens-là pourront aussi vous parrainer. Donc ils vous accompagneront pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, le temps qu'il faudra, à chaque moment un peu clé de vos parcours, trouver un stage, rédiger un CV, se préparer un entretien. Ça peut être un entretien d'embauche en France, ça peut être aussi un entretien pour une organisation internationale, pour les métiers aussi communautaires, comme ça a été rappelé. Donc ils se mettront à votre disposition, ce seront vos mentors. Et donc ça, c'est important parce qu'en réalité, pour faire une carrière à l'international, il faut à la fois une vocation, mais je pense que vous l'avez, sinon vous ne serez pas là. En tout cas, vous avez la démarche d'être curieux. Il faut se mettre en situation de pouvoir accueillir les personnes qui vont vous aider et vous inspirer. Donc il faut être ouvert à l'ensemble des opportunités. Donc mon conseil aussi, c'est de lire. Alors cette académie diplomatique d'été, ça se fait première semaine de juillet. Donc ça sera pour 2026 maintenant, puisque là on a déjà... Et soyez très attentifs aussi à l'ensemble des annonces que vous pouvez trouver sur le site Diplomatie, qui est le site du Quai d'Orsay. Il y a beaucoup de stages. Mon conseil, mais enfin j'imagine que vous l'avez déjà largement intégré, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à frapper aux portes. Parfois il faut le faire plusieurs fois, montrer que vous êtes déterminé, et il y a un moment ça marche. Voilà. Donc persévérez. Merci beaucoup. Et j'ajoute que les offres de stage, elles sont aussi disponibles sur le site Choisir le service public. Il faut faire un peu de promotion. On arrive quasiment au terme de la table ronde et du coup, peut-être avant de vous laisser un petit moment de questions, si on a en salle, voilà, je voudrais vous poser une dernière question au panel. Justement, on parle de choisir le service public. Pourquoi choisir le service public si l'on souhaite travailler à l'international? Alors, je ne sais pas qui veut démarrer, peut-être David? Alors pourquoi choisir le service public tout court, j'ai envie de dire, c'est pour se mettre aux valeurs, au service de valeurs, pour se mettre au service de l'intérêt général, pour faire sa carrière pour le bien commun, pour le bien de son pays aussi, de ses concitoyens. On peut le faire dans plein d'autres domaines, il n'y a pas que au service de l'État que vous allez le faire. Si vous allez travailler dans une association, vous serez aussi au service de l'intérêt général, mais de manière professionnelle, c'est peut-être un des endroits, et peut-être l'endroit le plus important où vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Est-ce que côté MEAE? Ah oui, ça fonctionne, pardon. Je crois qu'il y a beaucoup de bonnes raisons. Si on devait en tout cas, si je devais moi en retenir que quelques-unes, je dirais que
c'est finalement l'opportunité d'exercer des métiers extrêmement différents, extrêmement stimulants, l'opportunité de se former en continu, d'être confronté à l'altérité et d'aller à la rencontre de l'autre. C'est aussi évidemment la chance de pouvoir porter les positions de la France à l'international, mais aussi de pouvoir servir les Français, d'être au plus près des besoins des autres et de faire un métier de terrain. Et de faire des métiers de terrain, même, plus précisément. Et c'est extrêmement, comme je vous le disais, stimulant, enrichissant, excitant, et on ne s'y ennuie jamais. Juste avant de répondre à la question en une phrase et dans le prolongement de ce que disait Didier Lebray, je crois qu'il faut quand même mentionner les dispositifs pour étudiants et jeunes diplômés, c'est-à-dire les stages, 1000 postes, 1000 offres de stage chaque année au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont les 2 tiers à l'étranger, le volontariat international en administration, 600 postes, l'apprentissage, plus de 100 postes, qui permettent véritablement d'acquérir une expérience professionnelle de premier plan et formatrice. Et je dirais que ces dispositifs peuvent aussi être des tremplins pour réussir nos concours. Je regardais il y a quelques jours les statistiques des concours de catégorie A et B au titre de 2025. 1/3 des lauréats ont auparavant effectivement exercé un VIA, un stage ou un apprentissage. Un autre tiers avait occupé un emploi de contractuel au ministère. Voilà. Pour répondre effectivement à la question, donc l'intérêt de travailler à l'étranger, en particulier dans notre réseau diplomatique, je dirais déjà, c'est incarner les valeurs du service public à l'étranger, tout en bénéficiant du cadre protecteur de la fonction publique. Je rappelle que 72% de nos agents sont à l'étranger, et même chez les agents titulaires, 1 sur 2, puisqu'il y a ce que l'on appelle la double vocation, c'est-à-dire que vous servez alternativement l'administration centrale à l'étranger. Comme le disaient mes collègues, ce sont des métiers passionnants et stimulants. Comme le disait il y a quelques jours notre directeur des ressources humaines, Étienne de Gonneville, on n'est jamais dans la routine au ministère des Affaires étrangères. Je crois aussi que ce sont des métiers à responsabilité, toutes catégories confondues, a fortiori lorsque vous êtes en poste à l'étranger. Et puis je dirais aussi que ce sont des métiers qui ont du sens. Je sais que tous les employeurs disent que leurs métiers ont du sens et ils ont bien raison. Nous, le sens, je dirais que quand vous travaillez effectivement à essayer de promouvoir la paix, à résoudre les conflits, à promouvoir la protection des droits de l'homme à l'étranger, quand vous travaillez à préserver, à défendre et à promouvoir les intérêts des entreprises françaises à l'étranger ou l'attractivité de la France, ou quand vous travaillez à la sécurité des Français à l'étranger, je dirais que le matin, lorsque vous arrivez au bureau, je crois que vous avez légitimement le sentiment de faire œuvre utile. Merci beaucoup. Et avant de vous passer la parole, Didier, moi, je vais parler pour une direction métier. Donc, moi, j'exerce mes fonctions à Paris. Je ne suis pas en poste à l'étranger. Et j'aimerais peut-être le faire à l'avenir. Hein, je note pour le ministère des Affaires étrangères. Et du coup, simplement pour vous dire, la sensation que j'ai, c'est que travailler, avoir une carrière européenne internationale dans une administration publique aujourd'hui, c'est aussi être au bon niveau pour interroger les défis globaux qui nous entourent. Nous, on parle beaucoup RH, on vient soutenir les fonctions publiques pour qu'elles se professionnalisent et qu'elles puissent faire face à la désinformation aujourd'hui, comment on communique auprès du citoyen sur son activité pour éviter qu'on s'imagine que l'État manipule des données, etc. Comment on fait face à la transition digitale, nos administrations doivent se transformer, comment on prend en compte l'intelligence artificielle dans nos administrations, voilà. Et le sentiment que j'ai, c'est que vraiment, quand vous choisissez une carrière européenne, internationale dans l'administration publique, vous pouvez relever ce type de challenge. Voilà. Et du coup, je vous passe la parole pour le mot de la fin, Didier. Je serai très très bref. En fait, choisir
par exemple, dans la fonction publique, la carrière diplomatique, c'est vivre l'expérience folle de pouvoir être à la fois journaliste, curé, humanitaire et soldat. Journaliste parce que vous êtes amené en fait à faire travailler vos méninges pour prendre le pouls des évolutions du monde. Toutes ne vont pas malheureusement dans la bonne direction, mais néanmoins c'est passionnant de vous dire que vous êtes un peu aux avant-postes et que vous essayez non seulement de comprendre, mais de donner aussi des clés d'intervention. Donc c'est journaliste, mais tourné vers l'action. Vous êtes un peu curé parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut avoir la foi pour y croire et se dire que oui, on va réussir à construire quand même un monde à peu près régulé où la communauté internationale, ça veut dire quelque chose. Vous êtes un peu humanitaire aussi parce que vous êtes très souvent sollicité pour intervenir concrètement pour remédier aux situations les plus critiques. Et puis vous êtes aussi un peu soldat parce que c'est aussi des métiers d'abnégation, des métiers parfois un peu sacrificiels. Les diplomates tombent moins souvent au combat que les soldats, mais c'est arrivé. Et il y a des moments dans votre vie de diplomate qui ne sont pas forcément des moments très, très faciles ou très gais. Il faut le savoir, il faut l'intégrer, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de ce métier. Pas seulement parce que c'est sacrificiel, je vous rassure, mais parce que voilà, ce sont des métiers qui sont intenses. Et je pense qu'à vos âges, quand on se projette, c'est bien aussi de se dire qu'on va aller vers quelque chose qui soit intense et pas forcément banal ou ordinaire. Même si la banalité, parfois, c'est bien aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et malheureusement, on me fait signe qu'il faut que nous arrêtions là. Et on n'aura pas de questions, on ne peut pas faire de questions-réponses. Non, on me signe que non, je suis désolée. Et peut-être qu'on pourra se retrouver pour échanger devant. Merci beaucoup.